C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la mission de réflexion, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi, au nom de l'association Banlieue Plus que je représente ici, de vous remercier pour l'invitation que vous nous avez formulée à nous exprimer au sein de cette instance. Effectivement, l'appartenance républicaine est un élément sur lequel nous travaillons et, j'allais dire, nous luttons depuis maintenant pas mal d'années. Alors avant de vous exposer mon propos en 3 points, je voulais juste vous l'avez résumé, mais je voulais juste exposer pour les membres de la mission les actions que notre association en particulier réalise depuis maintenant 2009. Donc c'est une association qui a été créée par notre président fondateur Nadir Kaya, d'un constat très simple, comme beaucoup d'entre nous, c'est que malheureusement les quartiers populaires ou la banlieue étaient très souvent, en tout cas essentiellement marqués, en tout cas d'une image très négative pour nos concitoyens qui ne vivent pas forcément dans les quartiers populaires, et puis globalement par le système médiatique pour faire très large. Nous œuvrons sur différents points. Régulièrement, nous organisons ce qu'on appelle des rencontres citoyennes où nous mettons un lien entre des habitants et parfois des experts sur des problématiques en particulier qui concernent les quartiers populaires. Nous réalisons de manière plus régulière des actions qui tentent à œuvrer justement à cette amélioration en termes d'image. Je pense notamment, pour ce qui nous concerne en tout cas, sur du conseil à l'entrepreneuriat par exemple. Je pense également à des actions davantage sociales et solidaires à travers des maraudes que nous réalisons tout hebdomadairement sur l'ensemble de la région parisienne. Je pense notamment à différentes actions que nous avons tissées à travers le réseau que nous avons pu construire maintenant depuis quelques années sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est vrai, l'engagement citoyen et j'ai envie de dire, part pour nous en tout cas d'un constat, c'est nous considérons qu'il y a un véritable décrochage républicain sur nos territoires. Et l'engagement notamment dans l'entrepreneuriat ou l'innovation sociale en particulier part très souvent de réalités très simples, c'est que pour un certain nombre d'entre nous ou de gens habitant dans ces quartiers, il y a un véritable, je parlais de décrochage républicain, mais qui commence très souvent par un décrochage scolaire, sans reprendre les termes de notre Premier ministre assez fort, par une certaine ségrégation territoriale, il faut également le dire. Et donc du coup, vous avez l'accumulation d'un certain nombre d'éléments qui amènent à un sentiment que je qualifierais peut-être d'ordre psychologique, qui est d'une certaine manière une certaine humiliation. Alors le terme est peut-être fort, et donc du coup, en psychologie, on a notamment que lorsque l'individu, l'être humain, a ce sentiment d'humiliation, parfois pas forcément avéré, hein, mais en tout cas lorsqu'il s'approprie justement ce sentiment d'humiliation, eh ben, vous avez des difficultés à vous raccrocher tout simplement à la République, à la citoyenneté, à l'engagement de manière très simple. Donc c'est vrai que c'est assez délicat. Alors, sans faire le procès de notre République, moi j'ai une métaphore et vous allez comprendre pourquoi je veux en arriver là. J'ai une métaphore, c'est que en amour, en fait, il faut être deux. C'est-à-dire, il faut que le citoyen puisse effectivement donner, mais il faut qu'également la République puisse donner pour que mutuellement, justement, on puisse s'enrichir. Et c'est vrai que malheureusement, depuis maintenant quelques années, de manière un peu plus violente, je ne vais pas revenir sur les événements qui nous ont tous secoués en début d'année, cette accumulation, je veux dire, de décrochage républicain nous amène à nous, en tout cas dans notre association, en tant que citoyens engagés, à nous interroger sur comment améliorer. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et vous remercie encore une fois, Monsieur le Président, de votre invitation. Sur l'entrepreneuriat et d'un point de vue global, j'ai envie de dire, le développement économique ou en tout cas la participation d'un certain nombre de ses habitants à l'aventure que peut être l'entrepreneuriat, parce que c'est parfois assez délicat. Il y a un élément sur lequel en fait il faut bien
bien comprendre, et c'est aussi la continuité du décrochage républicain, c'est que vous avez un certain nombre d'individus qui vivent dans ces quartiers, hommes et femmes, qui parfois peuvent subir ce qu'on appelle la discrimination. J'ai parlé tout à l'heure de discrimination territoriale. Il y a aussi un élément sur lequel, malheureusement, aujourd'hui, qui est une réalité et sur lequel il ne faut absolument pas nier, il y a aussi une discrimination d'ordre, alors appelons ça comme vous voulez, ethnique, raciale, peu importe le terme, mais globalement cet élément-là. Et donc du coup, vous avez des gens qui s'engagent dans l'entrepreneuriat quasiment par obligation. Ça n'est pas. On a très souvent l'image de celui qui a une idée ou qui veut véritablement, qui a un sens pratique de l'entrepreneuriat et donc du coup qu'il s'investit complètement là-dedans. Vous avez aussi une partie de nos populations qui le font par obligation, parce que ils n'ont pas d'autre choix que celui-ci. Et je ne vais pas aborder, parce que je pense que le temps nous sera imparti, mais il y a aussi un autre élément, c'est même lorsque vous êtes inséré dans le monde professionnel, lorsque vous êtes complètement, vous avez étudié, vous avez eu la chance d'étudier, d'avoir réussi parfois de grandes écoles, vous avez aussi ce qu'on appelle, et je ne m'attarderai pas non plus là-dessus, le fameux plafond de verre. C'est-à-dire en termes d'évolution pour l'épanouissement de l'individu, vous avez très clairement, parfois dans de grandes entreprises qui sont les nôtres, ce fameux plafond de verre. Donc du coup, vous avez des gens qui retournent à l'entrepreneuriat, encore une fois, de manière un peu, j'ai envie de vous dire, un peu malgré eux. Et puis vous avez aussi des gens qui, culturellement, vont toujours voulu s'investir. Et donc pour ces deux types de catégories de personnes, quels sont les éléments aujourd'hui dans notre pays qui font que on puisse véritablement réussir son parcours d'entrepreneur? Alors à travers l'entrepreneuriat social, comme ça l'a été expliqué, mais aussi à travers l'entrepreneuriat tout court. Et d'une certaine manière, notre République là-dessus, parfois, je dis bien parfois, peut être améliorée, peut être plus active à mon sens en la matière. Sur l'entrepreneuriat et l'innovation sociale, alors c'est, j'ai envie de vous dire, le fruit aussi de tout un parcours associatif. On se rend compte qu'en fait, vous avez beaucoup de gens qui ont beaucoup œuvré dans le domaine associatif pendant très longtemps, pour toute leur jeunesse, etc. Et donc, du coup, l'entrepreneuriat social est quasiment la suite logique, j'ai envie de vous dire, de ce parcours-là, de cette richesse qu'ils ont pu apporter et découvrir dans le monde associatif. Et donc, du coup, sans vouloir perdre notamment cette notion de lien humain et de relations complètement humaines, sans tomber complètement dans la quête d'enrichissement à tout prix, justement, bascule dans cette innovation sociale, dans cet entrepreneuriat social. Et je pense que pour notre pays, c'est une excellente chose. Il y a également un élément sur lequel il faut, à mon sens, qui est important, c'est que parfois, je dis bien parfois, les statistiques en la matière, je ne les connais pas précisément, mais les gens qui font de l'entrepreneuriat social, ce sont des gens qui parfois ne peuvent pas forcément faire de l'entrepreneuriat tout court. Je m'explique. Que ce soit pour l'insertion professionnelle ou pour le développement de l'entrepreneuriat, on peut avoir ce qu'on appelle ce que moi j'appelle en tout cas un défaut d'employabilité pour s'insérer professionnellement, ou un défaut d'entrepreneuriabilité, je ne sais pas si le terme existe, en tout cas pour véritablement s'engager sur ces voies-là. Et donc du coup, l'entrepreneuriat social est peut-être cet intermédiaire qui, à mon avis, est très intéressant, qu'il faut naturellement développer. En tout cas, c'est quelque chose qui, concernant les jeunes, n'est pas forcément pas assez vécu, en tout cas on n'a pas assez de communication à mon avis sur l'entrepreneuriat social. J'ai écouté tout à l'heure mon prédécesseur qui parlait notamment du lien avec l'éducation nationale. C'est effectivement un des éléments sur lesquels il faudrait plancher, pour une raison très simple, c'est que ce soit l'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat tout court, très souvent ce sont deux éléments qui ne sont pas entrés dans l'éducation nationale, sans vouloir faire de dogmatisme le plus réduit. Enfin, l'avantage de l'entrepreneuriat social, c'est que, un peu plus que peut-être l'entrepreneuriat tout court, c'est qu'on y met au centre, en tout cas de la gouvernance et de la réussite de cette aventure, l'individu. Et donc, du coup, on peut prendre le temps de construire ou de reconstruire très souvent un parcours individuel
Tout à l'heure, j'ai évoqué un certain nombre d'éléments tels que les discriminations et autres, mais tout simplement d'employabilité. Parfois, vous avez des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'être réaccompagnés dans un certain nombre de formations, etc. Et donc, du coup, l'entrepreneuriat social peut être cet équilibre que peut-être l'entrepreneur classique n'a pas forcément le temps, l'énergie d'accompagner. Donc c'est quelque chose d'assez symptomatique et d'assez important parce que si on veut véritablement réussir cette notion d'entrepreneuriat social, c'est important d'y comprendre que le public en particulier qui se lance, ou en tout cas qui sont recrutés dans ces domaines-là, très souvent, vous ne pourriez pas les recruter dans le domaine de l'entrepreneuriat tout court. Et donc c'est pour ça que, et ça va m'amener à vous évoquer un certain nombre de pistes sur lesquelles moi j'estime qu'il est primordial en tout cas d'y apporter un focus, c'est notamment cette fameuse formation. La formation est primordiale et je pense qu'il faudrait peut-être, alors, de manière réglementaire ou non, je ne sais pas, accompagner ou en tout cas d'une certaine manière faire en sorte que dans le parcours de l'entrepreneuriat social, le volet formation soit un élément un peu plus central, un peu plus important, parce que nous avons un risque aussi dans l'entrepreneuriat social, en tout cas dans le public que cela peut concerner, c'est un risque de créer une nouvelle forme de discrimination supplémentaire. Je m'explique. Je mets de côté l'entrepreneuriat social ou l'innovation sociale au terme de ce que j'appelle les grandes banques mutualistes, etc. Je parle véritablement, essentiellement du secteur, par exemple, social. Vous avez des gens qui, effectivement, sont recrutés dans ce domaine-là. Et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça construit à reconstruire un parcours professionnel, un épanouissement individuel. Mais le risque, c'est d'enfermer ces gens-là dans cette catégorie d'employeurs ou d'emploi. Et donc, du coup, la formation est pour moi primordiale parce que c'est aussi la possibilité, alors pour celles et ceux qui sont complètement épanouis là-dedans, peut-être d'y rester, mais aussi pour celles et ceux qui le voudraient, de pouvoir justement aller vers d'autres formes d'entrepreneuriat ou d'autres formes d'entreprise les plus classiques possibles que nous connaissons dans notre pays. Donc cette fameuse passerelle, je pense qu'elle est à travailler, elle est à davantage, à mon avis, construire parce que alors c'est un énorme effort déjà pour notre pays déjà d'avoir su donner cette place à l'entrepreneuriat social, mais c'est important aussi de ne pas limiter justement à cette forme d'entrepreneuriat et donc du coup de construire absolument la passerelle nécessaire avec l'autre forme d'entrepreneuriat. Enfin, je suis, Monsieur le Président, nécessairement obligé de parler, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat social, très souvent ce sont des microstructures qui concernent des activités très locales parfois, et qui vivent en particulier notamment sur des financements, on va faire très simple, mais des financements publics, paramunicipaux ou publics, peu importe. Et donc du coup, la situation dans laquelle notre pays se trouve, vous avez aussi la mise en difficulté tout un pan de ce secteur d'activité parce que les financements se raréfient, parce que je n'aborde même pas la question parfois localement que peut exister, c'est-à-dire le clientélisme. Mais clairement, vous avez aujourd'hui des risques de mettre... on a un risque véritablement de suppression de tout un pan de ces entreprises qui ont bénéficié. Et donc c'est pour ça que quand je parle tout à l'heure de passerelle ou de formation, c'est important aussi pour les entrepreneurs qui se lancent là-dedans, d'être formés justement pour pouvoir modifier, pour redevenir de manière la plus classique possible, pour ne plus avoir systématiquement à attendre justement le financement public, c'est-à-dire la diversification des sources de financement. Voilà sur l'entrepreneuriat social, sur l'engagement citoyen et l'appartenance à la République, hein, thème qui nous tient particulièrement à cœur. Je voudrais revenir sur la notion d'humiliation. L'humiliation conduit par définition à des réactions qui sont très souvent très excessives.
non justifiée, mais en tout cas très excessive. Et je pense que nous avons besoin pour la cohésion de notre pays que l'ensemble des acteurs, justement, puissent corriger. Alors, on ne pourra jamais corriger en si peu de temps ce qui n'a pas été, en tout cas, les effets pervers de nos situations, de nos politiques au sens très large, depuis ces 30, 40 dernières années, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important de faire comprendre aussi que les gens, en tout cas, là, je vais parler des quartiers populaires, qu'on puisse faire comprendre que les quartiers populaires, au sens général, ce sont des citoyens à part entière. Ce ne sont pas des citoyens de seconde ou troisième zone. Quand je parle des quartiers populaires, c'est l'ensemble des quartiers populaires de France, mais également d'outre-mer. On oublie très souvent que nos concitoyens qui vivent en outre-mer sont aussi des citoyens à part entière. Et je n'ose même pas parler de considérations ethniques ou religieuses ou quoi que ce soit. Mais on a besoin que la République se réaffirme sur l'ensemble des citoyens. Et ça, lorsque vous êtes dans un quartier populaire, la réaction la plus négative, parce qu'il est tellement facile de baisser les bras plutôt que d'aller s'accrocher. Lorsque, et Monsieur le Président, vous connaissez le terrain, notamment un département en particulier, par cœur, c'est difficile d'expliquer à nos plus jeunes aujourd'hui que la République, c'est également eux. Que la République, en fait, a besoin d'eux parce que, justement, cette cohésion nationale, elle ne pourra pas se faire sans l'ensemble des habitants de notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, devrait être un peu plus important. Alors, je ne dis pas que ça ne se fait pas en termes de discours, mais en termes d'actes concrets pour les gens, je pense que c'est important de manière symbolique d'en faire quelque chose. Alors, je parle des quartiers populaires, je ne voudrais pas oublier nos concitoyens qui ne vivent pas dans des quartiers populaires, mais qui subissent peut-être la même, tout à l'heure je parlais d'un terme assez fort, la ségrégation. Les gens nos concitoyens qui vivent notamment dans le monde rural, vivent également d'une certaine manière cette forme de ségrégation. Peut-être beaucoup moins cumulée que d'autres par rapport à beaucoup d'éléments, mais en tout cas ils la subissent également. Et aujourd'hui on a l'impression qu'il y a qu'il y a une distorsion justement entre un certain nombre de citoyens et ces gens qui vivent dans les quartiers populaires ou dans le monde rural. Et c'est important que la République, justement, puisse se réaffirmer. C'est important qu'on puisse, de manière juste, donner plus de moyens là où nous en avons besoin. On a parlé tout à l'heure de l'éducation. Eh bien, l'éducation nécessite beaucoup plus de moyens dans un certain nombre de territoires, plus qu'ailleurs. Je suis navré de le dire. Nous sommes dans un... Si, oui. Il ne faut pas être navré. Si, parce que parfois c'est pas forcément compris. Et lorsque, je vais donner un seul exemple et je m'arrêterai sur le principe de l'éducation. J'ai eu la chance de grandir dans un quartier populaire, mais également de connaître une ville un peu plus aisée, pour pas la nommer chef-lieu du département des Yvelines. Lorsque j'étais dans ma ville, à Mantes-la-Jolie, et que tous les ans, parce qu'il y avait un manque de moyens, nous avions des enseignants qui étaient en grève et qu'ils n'étaient pas forcément remplacés au bout d'un certain temps. Lorsque j'arrive à Versailles, lorsque l'enseignant était ne serait-ce que malade à 10 h le matin, je peux vous assurer qu'à 13 h, en fait, il est remplacé. Et ça, ce manque de républicanisme, j'ai envie de vous dire, sur l'ensemble de notre territoire, c'est quelque chose qui marque véritablement les gens. Sur l'entrepreneuriat, par exemple, vous avez des gens aujourd'hui qui ne subissent aucune stigmatisation, qui sont vraiment heureux de faire de l'entrepreneuriat, qui ont parfois même des moyens, j'entends bien des moyens, et qui, parce que lorsque vous construisez un business plan, vous avez besoin de votre apport personnel, mais également d'un soutien parfois bancaire ou financier ou autre. Eh ben, aujourd'hui, de manière caricaturale, j'ai envie de vous dire, il est plus facile de réclamer 10 millions d'euros aux banques ou à des fonds d'investissement que les 200 000 euros qui vous nécessaires pour pouvoir monter votre affaire. C'est une réalité, ce que je vous dis là. Le président de la République et nous avions milité pendant très très longtemps, annoncé une agence de développement économique des territoires, chose que nous trouvons cohérent et juste, si encore une fois elle est réalisée de manière juste. Et je pense que justement, il faut s'attacher à ces éléments-là.
Aujourd'hui, vous avez des gens, je vous promets, qui, au-delà de la caricature, et c'est une réalité, hein, du petit entrepreneur qui va construire sa sandwicherie, vous avez des gens qui ont des véritables projets, qui ont des choses à apporter, qui sont une véritable richesse pour l'ensemble de la nation. Et parfois, ils peuvent être heurtés, non pas, alors du coup, eux, non pas sur des discriminations ou sur des débouchés ou quoi que ce soit, ils les ont déjà quasiment, mais sur un apport financier. Et moi, lorsque les gens viennent nous voir à Banlieue Plus ou individuellement, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais je leur dis, mais vous savez, parfois, rêvez un peu plus grand pour être certain d'avoir vos financements et pas forcément les plus justes. Mais ça, c'est un des éléments sur lesquels nous travaillons. Et je terminerai par ça. Nous collaborons notamment avec un certain nombre d'organisations patronales, pour ne pas les nommer, sur justement cette évolution de l'entrepreneuriat et sur notamment les financements. Et nous, je vais le dire, je vais profiter de l'occasion que vous m'offrez. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'acteurs bancaires, pour ne pas les nommer, des grands acteurs bancaires de notre pays, qui, je rappelle, qui sont soumis à un agrément de l'État. Donc, d'une certaine manière, ils ne peuvent travailler qu'avec l'autorisation de l'État. Et ces gens-là, en fait, on leur demande juste une chose. On ne leur demande pas de plus d'argent sur les quartiers ou quoi que ce soit. On leur demande juste de manière transparente, de flécher les financements qu'ils accordent aux entrepreneurs selon les territoires. C'est pas plus d'argent, mais c'est uniquement de la transparence. Et ben, je vous garantis, et pourtant les organisations patronales qui font partie, qui ont parmi leurs adhérents des fédérations complètes du secteur bancaire, c'est très, 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 très compliqué. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que le sentiment d'humiliation, lorsque vous avez étudié, lorsque vous avez réussi à vous en sortir, mais vous avez aussi des enfants ou même des petits frères, des petites sœurs, et que vous avez envie de donner justement cette fameuse notion de république, cette fameuse de dire, voilà, c'est pas parce que nous habitons tel territoire qu'on n'a pas la possibilité d'eux. Et ben lorsque vous vous heurtez au 15e rendez-vous, toute banque confondue, et on vous dit, bah non monsieur, ça va pas être possible. Non pas parce que vous vous appelez monsieur un tel ou un tel, c'est parce que en fait les politiques, parfois commerciales, d'un certain nombre de nos établissements bancaires, justement en la matière, sont défaillantes. Et ben notre action notamment, c'est de militer pour que que j'espère le gouvernement ou en tout cas les autorités nécessaires puissent justement taper du poing sur la table pour dire au secteur bancaire, juste par transparence, dans vos annexes tous les ans, et je rappelle qu'un certain nombre de banques sont cotées en bourse et du coup l'impact peut être aussi important pour elles, c'est de dire voilà, juste donnez-nous en termes d'affichage, pas plus que ça, pas plus d'argent ou moins d'argent, juste en termes d'affichage ou à qui vous prêtez de l'argent. Nous, on le sait parce qu'on l'a déjà, entre guillemets, fait. Mais à un moment donné, il faut que la République, c'est aussi l'ensemble de ces éléments-là. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que nous avons étudié le cas avec un entrepreneur de talent, justement, qui se bat encore aujourd'hui, pour pas le nommer, Aziz Seni, qui a fait cette étude-là et qui a fait une étude comparative avec un certain nombre de quartiers aux États-Unis. Pour pas le nommer, le quartier du Bronx, que tout le monde connaît de manière de notoriété, le quartier du Bronx, en fait, a complètement changé. Et a changé vous savez pourquoi, notamment, c'est parce qu'un certain nombre d'acteurs associatifs de l'époque, à cet endroit-là, ont demandé et ont réussi de manière réglementaire à ce que les banques, justement, puissent afficher les flux financiers, ou en tout cas les circuits fléchés, à qui ils prêtaient et sur quel territoire ils prêtaient. Eh bien, avec le temps, les choses se sont régulées et on a aujourd'hui, sur ce secteur-là, qui a complètement évolué. Alors, je mets de côté la politique urbanistique, hein, mais d'un point de vue de l'entrepreneuriat, en tout cas, complètement évolué. Et je pense que c'est une des pistes importantes sur lesquelles nous devrons, j'espère, à l'avenir réussir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Temsamani. Donc,